Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À l'intervention de M. Tamboun pour dire que il ne faut pas considérer cette lutte comme une lutte qui est menée par des responsables des partis politiques. C'est une lutte populaire. C'est une lutte menée avec le peuple togolais. Et nous tous, nous savons qu'une lutte populaire, un combat populaire est invincible. Et moi je le dis, et c'est la foi, c'est comme cela. Si ça n'est pas aujourd'hui, si ça n'est pas demain, ça sera après-demain, c'est incontournable. Et donc, ce n'est pas la peine de poser la question, ça va, vous allez faire ce... Non, c'est une lutte, ce n'est pas nous que vous voyez ici qui étions dans les rues les 6 et les 7 septembre. Ce n'est pas seulement nous qui étions encore dans les rues les 21 et les 22 septembre dernier. Et ce n'est pas nous seuls ici qui serions dans les rues les jours à venir. Le combat est mené de manière populaire et à partir de ce moment-là, cette lutte-là, elle est invincible. Je voudrais aussi ajouter quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure et qui est important par rapport à ce que mes camarades ont dit tout à l'heure en ce qui concerne le fait que les députés de l'opposition ont quitté la salle et que les reproches leur sont adressés à ce propos. Pour dire que, vous savez, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, des fois, est insupportable. Mais nous sommes engagés à devenir députés pour des raisons bien précises, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est la fonction des députés. Et nous supportons tout. Mais il ne faut pas non plus sacrifier la lutte menée par le peuple togolais par des actes qui risquent de se retourner contre cette lutte-là. Je m'explique. Vous savez, il nous a expliqué tout à l'heure que nous avions déposé des amendements qui n'ont même pas été examinés et qui ont été rejetés d'un revers de main. Mais ce qu'il ne vous a pas dit et que peut-être vous savez, c'est que conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et à la Constitution de la République togolaise, les amendements sont formulés en principe au moment de l'étude du test en commission. C'est ce que nous avons fait et qui a été rejeté. Mais les députés de UNI qui n'avaient pas proposé d'amendement au test, lorsque le test était discuté en commission, ont cru devoir proposer l'amendement dont je vous ai parlé tout à l'heure, alinéa 2 de l'article 58 en plénière. Cet amendement a été accepté et intégré au test final qui a été voté par eux. Et je voudrais rappeler également que nous, notre position, c'est que au grand jamais, nous ne pouvons nous rendre complices en quoi que ce soit à ce qui était en train de se faire. Pourquoi? Parce que je voudrais rappeler que lors de la rencontre, la deuxième rencontre que M. Jean-Pierre Fabre a eu, je pense, sous le contrôle de M. Bouguet, qui participait à cette rencontre-là, il a rappelé au chef de l'État qu'après les discussions de l'OME Télécom, Togo Télécom 1 et Togo Télécom 2, le gouvernement a envoyé en 2014 un projet de loi de révision constitutionnelle qui a été rejeté par sa majorité, à lui, président de la République, à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a dit non. Le texte n'a pas été rejeté par la majorité, le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale. Parce que vous avez participé aux discussions, au débat, même si vous avez été contre, vous avez voté contre, la majorité a voté pour. À partir de ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale qui a rejeté le texte et non pas les députés de l'UNI. Alors, vous voulez que cette fois-ci, on reste encore dans la salle, sachant très bien l'agenda qui était le leur pour venir cautionner ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à l'Assemblée nationale. Lorsque un texte vient et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez voter contre. Lorsque le texte pose des problèmes, vous pouvez vous abstenir. Mais lorsque le texte pose plus que des problèmes, vous n'êtes pas obligé de tomber dans le piège qu'on a tendu en vous faisant complice, peut-être pas actif, mais passif de la bêtise, j'allais dire humaine, et je mesure mes mots quand je le dis. Et donc, voilà pourquoi nous avons, entre nous avons examiné toutes les possibilités. Ce
ce n'est pas les interrogations que les gens se posent. Nous nous sommes posés ces interrogations-là disant, est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut quitter? Si nous restons, qu'est-ce que ça va nous apporter? Si nous quittons, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Si nous votons, attention, et nous avons analysé toutes les conséquences idoines qui découlent de telle ou telle proposition. Et je vous avoue que la meilleure solution que nous ayons choisie, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, personne ne peut m'apporter la preuve du contraire, c'est d'avoir quitté cette salle-là. Et l'histoire retiendra que ce qui est en train de se faire a été fait, non pas en complicité avec les députés de l'opposition, qui ont parlé à la commission et ont agi d'une seule et même voix. Il était important que la remarque se fasse pour que nul n'en ignore. Merci. À la question où le ministre disait que nous discutons avec un sourd-muet, quelqu'un qui ne peut pas écouter, est-ce qu'il faut prendre des armes? Je voudrais rappeler que nous avons dit que notre combat est mené et les manifestations que nous organisions sont pacifiques. Et nous comptons obtenir les résultats de notre lutte par des manifestations pacifiques. Quelle que soit la durée que ça va prendre, nous continuerons. Il faudra que cela soit dans la tête de tout le monde, que nous allons nous battre éternellement, si c'est éternellement que ça doit se faire, obtenir par des moyens pacifiques le retour à la Constitution du 14 octobre 1992. Et nous nous battrons par tous les moyens. Donc aujourd'hui, nous connaissons l'option que peut-être des gens auraient voulu, mais ce n'est pas encore notre option. Et je voudrais attirer l'attention de tout le monde que ce n'est pas des moyens pacifiques que nous allons atteindre nos résultats. Merci. Les dernières questions, on va y aller rapidement. La première question demande si on a rencontré l'association Togo Debout. Oui. Toutes les organisations de la société civile, des Togolais organisés, même des associations de l'extérieur, les citoyens, tout ça, ils sont venus nous rencontrer. Donc, les Togo Debout, c'est une organisation de la société civile des Togolais qui sont dedans. Donc, ils sont venus, on a discuté. Ils ont un planning. Tout ça là va venir compléter ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous avez dit oui, dans d'autres pays, c'est la société civile qui a boosté la vie. Oui, et ils l'ont compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils s'organisent eux aussi pour aider à ce que la lutte aboutisse. Réseau, je crois que vous-même vous avez la réponse à la question posée, que sur les réseaux sociaux on dit qu'on a envoyé 35 millions avec la manière dont l'information est même venue, vous devez comprendre que tout ça là c'est de la langue, qu'on n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre que tout ça c'est des bêtises. On demande, Mania Libéré demande, quand on manifeste, on tue, puis alors que si elle dit tu on l'inquiète. Jusqu'à quand ces gens-là seront inquiétés? Oui, nous avons compris aussi depuis longtemps que ce sur quoi le pouvoir actuel s'appuie fondamentalement, c'est l'impunité. Du moment où ils sont au pouvoir, ils organisent cette tuerie-là, et ils protègent en même temps ceux qui tuent. Ça, c'est connu depuis qu'on a atteint depuis les années 90. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis depuis ces années-là et qui sont restés impunis jusqu'à ce jour. Mais ne vous alarmez pas. Il y a un temps pour tout. Tôt ou tard, les gens qui tuent aujourd'hui croient que c'est fini, ils ont tué, ils ont la main libre temps. Et ça risque de les rattraper, ça les rattrapera. Ça c'est évident. Parce que lorsqu'on est dans cette situation-là aujourd'hui, le pouvoir reste toujours entre les mains de ceux qui protègent les criminels. Vous allez les juger comment? Même notre justice aujourd'hui est totalement presque inféodée. Malgré le fait qu'il y a des juges courageux qui continuent à résister, mais la plupart sont inféodés. Alors vous faites une procédure devant quel magistrat pour obtenir quoi? Mais je sais que tôt ou tard, tout ça là, on aura l'occasion d'en parler. Et ceux qui croient aujourd'hui qu'ils sont dans l'impunité totale, c'est eux qui finiront par graisser les dents demain.
Bon, la dernière question, monsieur Ouro a répondu. Pour ce qui concerne Tchiki, je crois qu'on a fait le tour et c'est suffisant. Alors, il y avait une question sur le contenu de la Constitution de 92. C'est vrai que beaucoup de gens se demandent ce qu'il y a de si précieux dans cette Constitution de 92 pour qu'on en demande le rétablissement. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Pascal Adoko dans la déclaration, rappelez-vous, en 1992, à 90, 91, 92, on sortait de 25 ans de dictature. Alors, pendant 13 ans, de 67 jusqu'en 81, il n'y avait pas de constitution au Togo. Les gens oublient ça. Le Togo était dirigé par un seul homme. Il n'y avait pas de constitution, il n'y avait aucune règle. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était un régime d'exception, un régime de dictature pure et dure. C'était comme, le Togo était gouverné comme on gouverne nos villages, c'est-à-dire que Eyadema était un chef canton, un chef village, il n'y avait aucune règle de gouvernance, et il dirigeait le pays à sa guise. Les décrets avaient force de loi. Cela, je crois que même vous aurez du mal à l'imaginer aujourd'hui. Alors, à partir de 80-81 jusqu'à la conférence nationale, il y avait une constitution. Mais c'était une constitution qui avait légalisé le parti unique. Et le parti avait la primauté sur toutes les institutions de la République. C'est-à-dire que c'était un parti-État. Ce que décide le parti s'impose à toutes les institutions. Donc, ça veut dire que vous amenez une affaire en justice, par exemple, les juges pouvaient rendre comment vous appelez ça, un verdict, et si le parti décide que ce verdict ne doit pas s'appliquer ou que ce verdict ne lui convient pas, eh bien, c'est le verdict du parti qui s'imposait. Il y a des institutions, d'autres types d'institutions. Bon, alors, le gouvernement, n'en parlons pas. À cette époque, M. Eyadema était à la fois président du parti, président de la République, Premier ministre, enfin chef du gouvernement, il était chef d'état-major de l'armée, il était le commandant du régiment, comment vous appelez ça, le régiment interarmes de... Voilà. Il était tout ça à la fois. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'exercice du pouvoir était concentré entre les mains d'une seule personne. Alors, c'est ce que la Constitution de 1992 a essayé de corriger, à corriger. Alors, pour élaborer cette Constitution, on n'a pas l'opposition à l'époque. L'opposition, la conférence nationale souveraine, avait émis un certain nombre de directives. Si on suivait ces directives, on aurait pu établir la Constitution même avant de sortir de la conférence nationale souveraine. Mais on n'a pas fait ça. On s'est dit qu'il fallait qu'on se donne le temps, il fallait que tout le monde soit associé à l'élaboration de cette Constitution. Parce que, vous savez, à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, la notion d'institution de la République n'existait pas. La seule institution qui existait, c'était Eyadema. C'est tout. Il n'y avait pas d'autres institutions. Et la Constitution a essayé d'établir des institutions comme le président de la République, qui avait ses prérogatives, des prérogatives constitutionnelles qui ne devaient pas dépasser, donc il devait rester dans
la limite de ces prérogatives telles que définies par la Constitution. Le gouvernement, le Premier ministre, avait ses prérogatives. La Cour constitutionnelle, l'institution judiciaire avait ses prérogatives, etc., etc. Donc c'était la nouveauté. Et on a pris le temps, à ce moment-là, d'échanger et d'associer tout le monde, y compris le parti au pouvoir. Alors, à cette époque-là, le professeur Goguet a certainement oublié de le rappeler tout à l'heure, c'est que, après les événements du 3 décembre 1991, où le Premier ministre avait été carrément placé sous le contrôle du président, eh bien, le régime du RPT avait pratiquement pris le dessus, puisque, le dessus sur en termes de rapport des forces. Donc, au moment où on élaborait la Constitution de 92, on ne pouvait pas dire que l'opposition était toute puissante et pouvait imposer sa volonté au régime. Le régime avait repris un peu du poids de la bête et avait imposé des choses. Cette histoire en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats, cette phrase, comme le disait la déclaration tout à l'heure, il a fallu pratiquement 4 semaines de discussion pour en arriver là. Toutes les formules avaient été avancées. Et la dernière semaine, si vous permettez, juste en 1 minute, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, il y avait la phrase qui avait été retenue, c'était que le président de la République était élu au suffrage universel, renouvelable, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Point. C'est ce qu'on avait retenu. Et puis, il y a quelqu'un du RPT, je ne vais pas citer son nom, il est décédé maintenant, qui nous a dit, mais bon, donc, nous, ça nous convient. Nous, ça nous convient. Donc, ça veut dire que s'il fait 2 mandats, il fait un mandat renouvelable une seule fois, il peut aller se reposer 5 ans, et puis il revient. Alors, on a dit non. Et puis, il y avait un juriste dans la salle qui nous a dit, mais il a raison. Parce que le renouvellement, il y a un renouvellement lorsque le président se succède à lui-même. Lorsque le président fait par exemple 5 ans et qu'il est battu, et il revient 5 ans après, mais ce n'est pas le deuxième mandat de 5 ans n'est pas un renouvellement, c'est un nouveau mandat. Voilà. Ah, j'ai dit, enfin, excusez-moi, on a dit, ah, ça ne peut pas passer. Alors, il y a un autre juriste qui a dit, bon, est-ce que nous sommes tous d'accord que, comme ça se passe aux États-Unis par exemple, le président de la République, que ce soit de façon continue ou discontinue, lorsqu'il fait 2 mandats, il n'a plus le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est ça ou non? Et à l'unanimité, il n'y a pas eu une seule voix pour dire le contraire. On était tous d'accord. Et c'est en ce moment-là que la phrase... Alors, quelqu'un a dit, ben, si on est tous d'accord, mais à ce moment-là, on dit que, voilà, c'est l'interprétation de l'article 59. Donc, on le laisse comme ça. Et c'est en ce moment-là que la proposition a été faite de préciser la pensée en mettant, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Et ça apporte la précision et ça a réglé le problème. Et ce jour-là, tout le monde a applaudi. C'est-à-dire, on s'est levés tous et on a applaudi. On dit, ben voilà, c'est la phrase qui nous manquait. Et cette phrase a permis de régler ce problème. Ouais. Donc, comme le disait la déclaration, cette phrase n'a pas été introduite contre la volonté du RPT à l'époque. Ça n'a pas été introduit contre la volonté du chef de l'État de l'époque, M. Yadema, bon, qui d'après les confidences, on a dit d'ailleurs, bon,
lui, si on pouvait lui permettre de faire encore un mandat ou deux, bon, ça serait suffisant et que lui n'en demande pas plus. Et que en aucun cas là, lui, ça lui convient parfaitement. À l'époque, non, tout le monde était d'accord. Alors, le problème qu'il y a eu après, et c'est là que je voudrais revenir à la question de votre collègue, c'est que on avait affaire, et on a toujours affaire à des gens qui n'ont jamais fonctionné dans le cadre d'une constitution en réalité, et qui ont du mal à s'appliquer des dispositions constitutionnelles. Monsieur Yadema a eu ce problème. Eh bien, moi j'ai l'impression aujourd'hui que c'est le seul héritage qu'il est légué à ses enfants et à ses héritiers politiques et héritiers, comment on dit ça? Biologiques. Voilà. D'accord? Donc c'est des gens qui refusent, qui ont du mal à s'inscrire dans le fonctionnement de dispositions constitutionnelles. Si on pouvait ne pas avoir de constitution comme pendant les 13 ans entre 67 et 81, eh bien, eux seraient plutôt satisfaits. Et c'est à cette situation qu'ils essaient tout le temps de nous ramener. Regardez le fonctionnement aujourd'hui du gouvernement. Vous savez le nombre de ministères qui sont rattachés à la présidence de la République. L'essentiel de l'action gouvernementale se passe à la présidence de la République. Ce n'est pas normal. Le président ne fait pas partie du gouvernement. Le président est une institution à part. Le gouvernement est une institution qui a rapport avec l'Assemblée nationale, la représentation nationale, qui définit la politique de la nation et qui en débat avec la représentation nationale. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où on a un gouvernement qui est complètement placé sous l'autorité du président de la République. Or, le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée. C'est le Premier ministre et le gouvernement qui sont responsables de la politique de la nation devant l'Assemblée. Donc, c'est une situation qui n'a aucune, qui est totalement incongrue. Et c'est tout cela que la Constitution de 92 avait réglé et qui aurait, si elle avait été appliquée normalement, nous aurait permis de connaître un fonctionnement démocratique tout à fait normal. Et c'est à cela que nous voulons retenir. Donc je tenais à apporter ces précisions. Alors, juste avant de passer la parole à Maître Pégon et aux autres camarades, oui, vous avez dit la vérité. Il y avait la déclaration de M. Ibn Chambas. Franchement, ne prenez pas ce monsieur au sérieux. Ne le prenez pas au sérieux. C'est quelqu'un qu'on a pratiqué. Nous avons essayé de lui faire confiance en 2005, lorsqu'il y a eu les événements de 2005. Et nous savons comment il a les services qu'il a rendus à ce régime, les services commandés qu'il a rendus à ce régime. Donc, ne prenez pas les déclarations de ce monsieur au sérieux. Et d'ailleurs, en faisant sa déclaration d'hier, il s'est trouvé pratiquement en contradiction avec son patron, le secrétaire général des Nations Unies, qui lui avait fait une déclaration quelques jours auparavant, en disant que, en prônant un dialogue et que le gouvernement et les acteurs politiques tiennent compte des demandes, des revendications du peuple et les satisfassent. Voilà. Donc, c'est la déclaration du secrétaire général des Nations Unies me paraît beaucoup plus intelligente que celle de ce monsieur qui est certainement en service commandé. Bien. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.